BFM Business, jusqu'à 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, avec Grégoire Favet. 16h, on est reparti ensemble. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 18h pour commenter l'actualité des marchés financiers, des marchés qui restent proches de leur niveau d'équilibre. On a du mal à s'extirper de cette zone des 5400 points sur le CAC 40, des marchés qui suivent de près évidemment la poursuite de la séquence politique en France avec la nomination début d'après-midi confirmée d'Édouard Philippe au poste de... Il met sur les rails ses réformes. Option 2, il a une majorité mais pas absolue. Et à ce moment-là, il pourra compter sur l'influence d'Alain Juppé qui dira à ce moment-là on va être dans une reconstructive et dans les deux cas il s'en sort. Dans les deux cas il s'en sort. Éric Venet, encore un mot. Le choix des Français numéro 1 c'était Alain Juppé comme Premier ministre. En fait bon, là on a Alain Juppé plus jeune. Donc voilà, c'est-à-dire que non mais je veux dire qu'il y a les enquêtes d'opinion effectivement qui nous disaient ça. Oui donc il y a un vrai soutien politique derrière. Marc Daguerre, je vous donne la parole. Ça fait déjà 10 minutes là qu'on parle avec Mathieu Jolivet, Éric Venet, cette séquence politique. Du point de vue du marché, il se passe strictement rien. Toujours rien. Ça fait au moins 2 semaines qu'il ne se passe plus rien du point de vue de marché. Le CAC 40, 5400 points. Est-ce que ça veut dire que tous les scénarios sur lesquels on est en train de discuter, d'élaborer, ce sont déjà des scénarios qui sont parfaitement intégrés par le marché à ce niveau de prix-là aujourd'hui, Marc ? Alors d'abord, le marché craignait une chose avant le premier tour d'élection, c'était la montée des extrêmes. C'était la grosse crainte véritable du marché. Après, le marché, entre un candidat comme Fillon ou comme Macron, n'avait pas de véritable préférence majeure. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas une préférence, mais c'était pas une préférence très marquée. Ce qu'on a vu en réaction type, mais vraiment type bourse / politique, c'est que le marché avait déjà acheté la victoire de Macron avant le résultat du second tour, via sans doute des statistiques, etc., plus appuyées. La suite du débat de l'entre-deux tours a aussi marqué le coup. Le lendemain, le CAC a pris 1,5, alors que à la suite de la victoire d'Emmanuel Macron le lundi suivant, le CAC... cette séquence politique aujourd'hui, finalement, on en parle, on en débat, évidemment, elle est très intéressante, mais est-ce que du point de vue des marchés, elle est toujours aussi intéressante, ou est-ce que, non, finalement, comme vous êtes en train de nous dire, le plus gros a été fait ? Je pense que le plus gros a été fait pour l'instant. Maintenant, le marché va attendre comme il fait d'habitude, c'est-à-dire voir quelles sont les prochaines perspectives sur lesquelles il va pouvoir travailler pour essayer d'envisager des mouvements à venir de moyen terme. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, vous parlez des Black Swan, les fameux Black Swan, mais comme vous l'avez dit également... Les signes noirs, les événements imprévisibles, mais quand ils se matérialisent... Comme ils sont par définition imprévisibles, on ne peut pas vraiment en parler. On ne peut pas les intégrer dans le marché, mais quand ils peuvent se matérialisent, c'est très lourd. Ils peuvent jouer psychologiquement une forme de crainte qui fait que les investisseurs restent prudents, que les volumes ne sont pas forcément marqués, etc. Là, aujourd'hui, que ce soit au niveau des volumes, au niveau de l'évolution de la bourse elle-même, de la volatilité, effectivement, le marché, pour l'instant, il est en phase plus attentiste qu'autre chose. Et les Black Swan, ou en tout cas les risques de marché aujourd'hui, ce sont des risques économiques ou politiques encore sur la zone euro, ou est-ce que non, ce sont des risques de nature différente? On pourra parler éventuellement, je sais pas, de la cyberattaque ou de la géopolitique, mais est-ce qu'il y a des risques sur le scénario économique, politique en zone euro, ou est-ce que non, c'est plus là-dessus que ça se joue? Vraisemblablement, je pense que c'est plus vraiment sur ça que ça va jouer. Le risque de l'explosion de la zone euro a pris largement du recul maintenant avec ce qui est en train de se passer. Donc aujourd'hui, il faudra plutôt se tourner vers des événements soit géopolitiques, soit effectivement ce qui peut tourner éventuellement autour du pétrole, ou de la politique un peu fantasque des États-Unis avec Donald Trump, etc., qui peut parfois avoir des petites incidences sur le marché. Mais là aujourd'hui, je pense que le risque de la zone euro est largement atténué par rapport à ce qu'il y avait avant les élections françaises, mais même avant également avec ce qu'on avait vu avec le référendum italien, etc. Enfin, des choses qui pouvaient à un moment venir semer un peu le trouble, mais qui sont maintenant un petit peu plus écartées. Emmanuel Macron est en route vers Berlin, alors qu'on va assister à la passation de pouvoir à Matignon, à Paris, entre Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe dans quelques minutes. A priori, les deux hommes s'entretiennent, et puis on aura un discours de Bernard Cazeneuve suivi du nouveau Premier ministre Édouard Philippe. Macron, lui, part à Berlin rencontrer Angela Merkel. Alors évidemment, toujours une rencontre très symbolique, grand classique de la vie présidentielle et de la vie politique française, ce déplacement à Berlin. Dans quelles conditions est-ce que ça va se passer selon vous, Éric Venet, et quel doit être le message là envoyé à la fois par Emmanuel Macron
et par Angela Merkel, qui elle aussi a sa séquence politique qui arrive avec les élections générales du 24 septembre. Je vais dire que c'est le même risque que les législatives, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un risque de cohabitation forte, enfin et là, c'est la même chose. Est-ce que l'Allemagne va être bienveillante et donner... mais c'est à l'Allemagne d'être bienveillante ou est-ce que c'est à nous de venir apporter des gages et de montrer patte blanche? Non, on n'a pas apporté des gages ni des pattes blanches. Non. Alors, je me mets en porte-à-faux de ça parce que, si vous voulez, il n'y a pas de risque européen. On est passé juste en 3 semaines où on se disait, mais est-ce que le populisme va arriver, l'Europe, plus personne n'en veut, aujourd'hui, à une possibilité de relance. Non seulement parce que vous avez un changement politique derrière, cette vague populiste, on sait très bien qu'elle peut revenir très fortement. Enfin, je veux dire, elle a été endiguée comme ça en dernière minute parce qu'il y a une conjonction de phénomènes qui ont fait que... Mais cette vague populiste, elle est là, elle reste présente. Elle reviendra si on échoue, ça c'est sûr. Mais en tout cas, vous avez juste aujourd'hui un événement qui vous permet de sortir de ça et de remettre sur la table en disant voilà, on peut faire quelque chose, on peut avancer à nouveau, on redistribue les cartes chez nous en France. Évidemment, il faudra que... D'accord, c'est ça. Moi, ce que relance européenne, ça veut dire quoi? D'abord, on fait nos réformes en France et on va demander à l'Allemagne d'avancer sur la construction d'un fonds monétaire européen. Oui, effectivement, c'est ça, mais pas dans cette forme-là. C'est-à-dire que j'offre à l'Allemagne une capacité de renouveau politique avec derrière des possibilités de faire quelque chose avec une crédibilité dont je monte ma crédibilité et ça nous donne une chance de reconstruire quelque chose, d'aller plus loin. Voilà, c'est ça. Donc on est passé d'une démarche négative à une démarche positive. Vous n'aimez pas l'idée de la France qui viendrait d'abord apporter des garanties, des preuves pour que l'Allemagne... Non, c'est pas du tout dans la démarche du nouveau président. C'est pas ça. Évidemment, pour être... on retombe pas dans un dialogue de sourds. Non, c'est pas le risque. Non. Sauf si Merkel le prend comme ça, mais je suis sûr que non. Ouais, juste des éléments de contexte politique, il faut se mettre à la place d'Angela Merkel qui aura vu défiler la moitié des présidents de la 5e République sous son mandat. Et en fait, si on regarde Nicolas Sarkozy au lendemain de sa victoire, elle a vu débouler un président de la République qui n'avait pas hésité, ça c'était une première, à débouler à Bruxelles dans un Eurogroupe devant des ministres des Finances pour dire à tout le monde et devant les Allemands, bah écoutez, c'est pas compliqué, la France elle s'assoit sur ses objectifs de déficit. 5 ans plus tard, elle aura vu défiler chez elle au lendemain de sa victoire François Hollande qui arrive, qu'elle connaissait pas, pour dire tout simplement, bah voilà, la France, elle va, elle demande de tout remettre à plat et de revoir le traité de stabilité pour intégrer beaucoup plus la croissance et puis tout ce qui est dépenses et trajectoire des finances publiques. On en reparlera, mais on va lever le pied. Donc, c'est vrai, elle ressort un peu échaudée des 2 dernières visites des présidents qui sont venus. Par rapport à ça, Emmanuel Macron, il arrive dans un contexte où déjà, et ça vous en parlez tous les jours, on a des fondamentaux économiques qui sont beaucoup plus solides au moment où il intègre l'Élysée, et quelqu'un qui a peut-être une approche un peu moins dispensieuse, qui fait peut-être un petit peu moins peur aux partenaires allemands. Et puis c'est un deal maker, Macron, sans le ramener forcément à son passé de banquier d'affaires à chaque fois. Et là-dessus, la carte positive qui va jouer, c'est celle où c'était le seul des 11 candidats à dire je vais rester sous les 3% pendant tout mon quinquennat, et qui a un vrai logiciel européen. C'est pas pour rien que Wolfgang Schäuble pendant la campagne a dit moi personnellement je voterai Macron. Et la carte un peu moins positive, c'est qu'il a quand même dans son bagage des dépenses de son programme des choses qui ne sont pas très bien explicitées, notamment un plan d'investissement de 50 milliards d'euros que les Allemands vont vouloir regarder d'un peu plus près avant de mettre leur label. La une de Der Spiegel avec une interview de Wolfgang Schäuble très intéressante qui a envie de se montrer ouvert, on va dire, à l'élection d'Emmanuel Macron. La une, c'est la tête de Macron, cet ami si cher, qui nous coûte si cher. C'est comme ça qu'il est accueilli. Non mais Mathieu Gélivet a raison de le rappeler, Eric, c'est pour ça. Clair. Est-ce que le risque, c'est pas de rester dans un dialogue de sourds si jamais... Non. Parce que encore une fois, on oublie d'où on vient. Les Allemands ont quand même... le reste de l'Europe et du monde a eu peur quand même. Je voulais juste vous rappeler où on était il y a un mois quand même, où si est-ce que l'euro sautait ou pas si on passait de l'autre côté. Donc c'était effectivement le seul candidat pro-européen. J'ai jamais entendu parler de l'Europe autant qu'avec Macron. Aujourd'hui, il est élu non seulement avec une large majorité. Aujourd'hui, il est président. Je pense que ça serait une erreur fondamentale et historique de l'Allemagne de dire
On verra et je reste près de mes sous. Enfin, je n'ose même pas imaginer. On verra, mais c'est montrez-nous effectivement que vous êtes capable d'aller vite sur quelques enjeux très forts en symbole et très forts structurellement parlant pour l'économie française. Flexibilité du marché du travail avec pourquoi pas les ordonnances là dès cet été. Et puis ensuite effectivement on discute et on parle du Fonds monétaire européen et de tout ce qui est dans les cartons. Ouais. C'est pas la même chose. Marc, vos commentaires si vous le souhaitez. Et moi la question, je reviens au marché avec vous. Merci d'être là parce que le marché ne bouge absolument pas alors que nous on commande ça depuis un quart d'heure maintenant. 5400 points sur le CAC 40. Qu'est-ce que le marché attend désormais comme catalyseur? Enfin, qu'est-ce qui peut nous procurer éventuellement un nouvel étage de hausse sur notre CAC ou les actions européennes? Ou est-ce qu'on est déjà en train de se dire que peut-être l'année a déjà été faite en 4-5 mois sur les marchés? D'abord, il va y avoir ce dont on débattait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui va vraiment se passer concrètement entre la France, l'Allemagne, en Europe, etc. Est-ce qu'ils vont trouver des terrains d'entente? Est-ce que Macron, qui est quand même effectivement très pro-européen, va réussir à aller dans le bon sens? Parce qu'il arrive aussi avec un état des lieux qui est pas forcément évident. Ensuite, il y a pour les marchés, il y a un peu comme d'habitude, il va y avoir maintenant les politiques des banques centrales. Qu'est-ce que la Fed va faire? Qu'est-ce que la BCE va faire? Est-ce qu'à un moment elle va commencer à prendre le pas et remonter ses taux, etc. Ou est-ce que les taux vont rester historiquement bas? Voilà, il va s'attacher à ces petites choses. Et après, effectivement, comme vous l'avez dit, je pense qu'aujourd'hui, le gros de la turbulence est passé. pour l'instant. Le risque, c'est que aujourd'hui, le risque, qu'est-ce qui vous paraît le plus probable? D'avoir une petite correction de marché, je ne parle pas d'un crack, bien sûr, mais une correction qu'on a même du mal à avoir depuis la séquence de l'entre-deux tours de la présidentielle française? Ou est-ce que le risque, au contraire, c'est de vouloir sortir de ce marché, de prendre ses plus-values et de rater le nouvel étage de hausse qui pourrait venir? Là, c'est un petit peu difficile de se prononcer de façon très claire. Moi, je pense que la dynamique haussière va perdurer pour l'instant, parce que le marché a aussi traversé des événements beaucoup plus douloureux et qui ne l'ont pas empêché de tenir tête. Les fondamentaux sont plutôt bons. Les résultats d'entreprise sont relativement bons ces derniers temps, sur les dernières publications. Donc, je pense effectivement que, sauf, comme vous l'avez dit tout à l'heure, signe noir, mais oui. Voilà. Toutes choses égales par ailleurs. En toutes choses égales par ailleurs, exactement. Je pense que le marché a de quoi encore tenir la hausse. Rappelez-vous, les derniers événements comme le Brexit, Trump, etc. ont été très largement endigués par le marché. Donc je crois effectivement que pour l'instant, je mettrais plutôt les signaux toujours au vert. Sauf que, oui, Brexit, Trump, on n'était pas du tout sur des événements consensuels. Là, il y a un consensus quand même de plus en plus fort, chaque jour qui passe, sur les actions européennes et sur l'idée que le marché va continuer de monter, Eric. Oui, d'accord. On peut mettre tous les arguments positifs qu'est-ce qu'ils attendent pour le faire monter le marché? Oui, on voit bien que le marché monte plus, malgré tout ça. J'étais surpris lundi quand on a fait -1, voilà. Au lendemain du second tour, vous voulez dire. Au lendemain du second tour. Ouais. Je pense que le risque, il est d'être sous-investi. Ça, c'est sûr. Après, pourquoi le marché européen ne monte-t-il pas plus que ça? Je n'ai pas forcément d'idée. Je pense que c'est un problème de flux mondiaux qui nous échappe. 6 milliards de flux la semaine dernière, record historique sur les actions européennes, c'est jamais arrivé, même quand Mario Draghi annonce son QI. Bon, ça veut dire que non. Mais non, mais donc les flux, sortis, alors. Les flux ils commencent à revenir. Voilà. Voilà, je vous dis simplement ce que je fais. Moi, je pense que j'ai enlevé mes couvertures. Mais même, tactiquement, vous n'avez pas envie de prendre de profit ou... Non, pas du tout. Non. Par contre, je fais une rotation importante. Mathieu Jalibert. C'est pour ça qu'il y a peut-être un élément, je ne sais pas si ça pourrait être moteur ou pas pour les marchés, pour les réactions de marché par la suite, mais c'est ce qui va se jouer dans les semaines à venir, à savoir la capacité d'Emmanuel Macron à mettre sur les rails ce qu'il veut faire sur le marché du travail par ordonnance. Ça va être un vrai test, parce que à travers ça en gros, c'est un peu l'étincelle qui montrera s'il peut arriver à tout faire ou si tout peut se bloquer. Et ça, c'est pour ça que ça peut être un signal vis-à-vis des marchés hyper important, et on le saura dès le mois de juillet. Si jamais il arrive à passer par ordonnance, ça veut dire qu'il sera allé au-dessus d'une certaine réticence syndicale. On mettra ça par opposition au blocage de la loi travail il y a 1 an et demi. Ce sera le signal qu'attendent les Allemands en disant « Ah bah ok, il arrive à faire les réformes structurelles qu'on attend depuis des années. Ok, deal passé. Bon bah derrière, très bien, ton plan d'investissement de 50 milliards et on déroule le fil. » Et ça donnera aussi écho au fil rouge du discours d'investiture prononcé par Emmanuel Macron quand il a pris place à l'Elysée, qui était assez singulier à ce moment-là et qui était de dire « Moi, je veux être président de la République pour redonner la confiance ». Mais quand il parlait de la confiance, c'était confiance aux Français, à nous, confiance aux entreprises et confiance au marché. Et donc ça va être un élément
confiance majeure sa capacité à réussir sa loi de travail. Et tant qu'il y aura un moindre doute sur cette capacité effectivement à avancer et à avancer vite, oui, le marché n'ira pas chercher plus haut. Je pense que c'est l'argument massu, et je pense que c'est exactement ça en fait. Quelques autres éléments, alors restez avec nous Mathieu, on pourra revenir sur la séquence politique. On attend toujours la passation de pouvoir à Matignon, ça s'agite et il y aura évidemment prise de parole et de Bernard Cazeneuve et d'Édouard Philippe à suivre sur notre antenne, sur BFM Business. Juste quelques éléments quand même un petit peu en dehors de la séquence politique française et européenne. Le pétrole qui prend encore 3% cet après-midi, $52 désormais sur le Brent retrouvé, $49 sur le brut léger américain, 3-4 séances quand même de rebond assez net du pétrole. Est-ce qu'on est sorti d'affaires, Marc, parce qu'on commençait à nouveau à se faire peur, ou en tout cas c'est des questions qui revenaient de plus en plus. Je dis pas que ça avait un impact très fort sur l'ensemble des marchés, mais c'est un sujet qui revenait très nettement sur le devant de la scène. Alors, sortie d'affaires, j'imagine que vous parlez de krach pétrolier, en fait, de baisse violente du cours du pétrole. Moi, je peux pas dire, aujourd'hui, dans ma discipline technique, je pourrais absolument pas dire qu'on est sorti d'affaires. D'accord. On a peut-être évité, il y a un canal, un drapeau, c'est-à-dire une forme de canal de moyen terme sur le pétrole, qui est grosso modo entre $57 sur le Brent, je parle, et autour des 48 à peu près. Tant qu'on est entre ces deux zones, nous, techniquement, on peut pas se prononcer. En plus, le pétrole, c'est quand même la matière première qui est la plus volatile en termes même de conjoncture macroéconomique et géopolitique, parce que ça peut être influencé par des vrais antagonismes géopolitiques entre la Russie, les pays du Golfe, etc. Donc vous restez prudent à ce stade, ça veut dire Bah oui, pour l'instant, oui, je peux pas. Enfin, si vous me demandez là, quand est-ce que je rachète le pétrole, tant qu'il n'est pas au-dessus des $58, nous, on le rachètera pas. Voilà. Bon, et ben on est encore un peu en dessous, effectivement, pour le baril de Brent. Mais on est plus haut qu'on était il y a quelques semaines et plus bas qu'on était il y a quelques mois. $52 sur le Brent cet après-midi, un gros rebond du pétrole, alors que Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe viennent de terminer leur entretien en tête-à-tête. Et Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, qui est en train de passer la main à Édouard Philippe.